et j'ai un camarade. Beaucoup d'informations en cette journée, très dense, beaucoup de réflexions, et j'ai l'impression, en ayant assisté à ces deux tables rondes, d'avoir une satisfaction de lecteur. C'est un peu comme si c'était le support, le médium, le journal qu'on rêverait de lire. On l'a eu là aujourd'hui grâce aux rencontres de Cannes, puisque vous avez eu à la fois de l'information, de la réflexion sur l'information et la possibilité de dialoguer. Donc je voulais remercier François Lapeyroux nous avoir offert cet exemple tout à fait digne de confiance. Alors beaucoup d'informations, j'ai pris des petites notes pour m'en souvenir. J'ai appris beaucoup de choses. Alors Anne Brucy, vous avez dit tout à l'heure qu'un train qui arrive à l'heure, ça ne fait pas l'événement. Et en même temps, moi qui suis souvent sur le terrain, comment vous dire, qui prend souvent le train, je peux vous dire qu'un train qui arrive à l'heure, de nos jours, c'est un événement. Première remarque. Deuxième remarque sur le terrain, hélas, Elisabeth Lévy l'a quitté pour aller rejoindre d'autres obligations, avec cette phrase incroyable qui, moi, m'a plongé dans un abîme de perplexité. Il n'y a pas besoin d'avoir connu Napoléon pour dire des choses magistrales sur lui. Eh bien, c'est faux, moi qui l'ai bien connu. Troisième remarque, Elisabeth Lévy, qui, elle, est sur le terrain du journalisme, nous a appris que la carte de presse, non seulement, ça elle ne l'a pas dit, mais ça offre un abattement de 7 500 euros. 5 000, ça a baissé. Bon, je ne regrette pas d'avoir perdu ma carte de presse. Que les journalistes, même ceux qui sont contre la pollution, jouissent du privilège de pouvoir circuler tous les jours, même les jours de circulation alternée. Pourquoi ? Bon, d'abord, vous avez compris, il y a un problème économique. Le cri du cœur d'Anne Rosencher, achetez-nous, hein, après toute cette histoire d'indépendance de la presse, achetez les journalistes. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de quoi se payer une voiture, donc il n'y a pas de problème de circulation alternée. Et les journalistes que je connais prennent plutôt le taxi, hein, et ça s'appelle une note de frais. Voilà, ça existe encore. Ensuite, Thibaut Delavigne, que je ne connais pas, mais qui gagne à être connu. Je ne sais pas combien il gagne, mais il gagne mon estime. C'est pas grand-chose, mais ça vient du cœur. M'a ouvert les yeux sur un point commun entre les journalistes et les écrivains. Il a dit que... enfin, il n'a pas dit ça exactement. J'ai écouté d'une oreille très attentive, mais que je rends distraite par malice, hein, que la formation du journaliste, une bonne formation digne de ce nom, pouvait inclure sans problème l'alcool, la drogue. Eh bien, c'est la même chose chez les écrivains. Et Anne Rosencher l'a confirmé, enfin, en parlant des journalistes, en disant c'est ce qu'on appelle avoir de la bouteille. Voilà. Bon, pardonnez, hein, c'est un peu léger, mais je suis obligé parce que... Vous inquiétez pas, on va approfondir. On commence petit bain. Gérald Bronner, dont j'ai beaucoup apprécié chacune des interventions, j'avais envie d'applaudir. Je l'ai fait mentalement parce que je sentais que la retenue était de rigueur. Il y a une forme d'assentiment qui doit être silencieux, hein, car l'applaudissement a toujours quelque chose de... Comment dire ? Vous savez, l'acclamation, hein, ça a quelque chose de... Vous voyez ce que je veux dire ? N'applaudissez pas. Parler de l'économie de l'attention, et avec je retiens cette formule extraordinaire. C'était très beau, c'était très drôle. Je ne sais pas d'où c'est, mais c'était très drôle. Je pense que c'est de vous. Quand on est en face de son assiette, maintenant, on ne sait pas si on dit bonne chance ou bon appétit. Hein ? Hein, pardon ? C'est Pierre Rabhi. Ah ben, si Pierre Rabhi est drôle, alors maintenant, bon. C'est les mecs qui... Enfin bon, bref. Et ça m'a fait penser à ce qui était dit dans la table, enfin ronde, voilà, précédente, parce que c'est pas parce qu'ils ont parlé en premier qu'il faut pas parler d'eux. Hein. C'est pas le dernier qui a parlé qui a raison. Je dis ça pour moi. Il était donné tout à l'heure par Nicolas Bouzou, si j'ai bien compris, notre futur Premier ministre. Et je serais prêt, pour ma part, à l'écouter comme Premier ministre, parce qu'il est très drôle et intéressant. Il parlait de l'innovation, il l'a défini en 3 temps. Je trouve ça très intéressant, donc je vous le répète, parce que c'est bien de répéter les trucs intéressants quand même. Dans un premier temps, une innovation, c'est toujours dangereux.
Dans un deuxième temps, il parlait de l'avion. Hein. Dans un deuxième temps, c'est très cher, c'est cher et un peu plus fiable. Et dans un dernier temps, c'est fiable et pas cher. C'est bien, vous avez suivi. Alors, en plus de ça, ensuite, il a dit cette formule, je vous la répète parce que je la trouve extraordinaire. On a canonisé Saint-Louis en France et c'est une erreur car on a ainsi canonisé l'État. Je le répète, ça mérite d'être réfléchi. Bon, voilà, c'est juste comme ça. Je fais travail minimal, moi. Hein. J'ai compris qu'un journaliste digne de ce nom ne dit pas ce qu'il pense. Vous avez compris? Hein, se contente de repérer des faits sociaux, de les rapporter de manière objective. Axel Kahn, généticien de son état, c'est ça? Hein, voilà, bon. A défini, en enchaînant sur Nicolas Bouzou, la notion de progrès, c'est la notion de progrès, avec l'idée qu'un progrès est inéluctable et que le progrès peut mécaniquement produire quelque chose de meilleur. C'est intéressant la notion de progrès. C'est qu'en France, la notion de progrès a permis notamment l'invention de la guillotine, qui était un progrès. Bah oui, bien sûr. Pour ceux qui ont suivi un peu les débats de l'Assemblée nationale de l'époque, j'en reconnais parmi nous. Le docteur Guillotin était un grand humaniste, et d'ailleurs, ce n'est pas lui qui a construit la guillotine, parce qu'il a compris que ça allait finir par porter son nom. Il s'est un peu retiré du projet. C'est le doyen de l'Académie de chirurgie qui a fait les plans, qui s'appelait Louis, et d'où on appelait ça la Louison. Mais hélas, pour le docteur Guillotin, la guillotine a quand même fini par porter son nom. Et c'était quoi le but de la guillotine? C'était de remplacer le travail du bourreau, qui est toujours un peu approximatif, toujours, par un progrès inéluctable qui mécaniquement produisait le meilleur possible et qui permettait à la loi d'être rendue publiquement sans retard. C'était une petite digression. Woody Allen a été cité aussi. Woody Allen, ça fait toujours du bien dans un débat sur les... Là, c'était sur l'économie, oui. Woody Allen qui disait que l'avenir l'intéressait beaucoup parce que c'était là qu'il allait passer l'essentiel du reste de sa vie. Ouais, là, non, on ne passe pas son futur dans son avenir, ça fait trop. Le reste de sa vie. Et ça me fait penser à un film de Woody Allen qui commence avec deux vieilles femmes qui parlent d'un restaurant, enfin, qui sont dans un restaurant où non seulement la nourriture est très mauvaise, mais en plus de ça, les portions sont toutes petites. Sur ce, Roland Cayrol se lève, là, tel un tribun de l'Assemblée constituante, et prend à partie courageusement, seul contre trois, les économistes présents autour de la table absente, mais ronde, en leur demandant, comme ça, à brûle-pourpoint, après 2 heures de débat, mais l'économie, au fond, est-ce une science? C'est pas très élégant, Roland. Toi qui fais croire à tout le monde que le sondage est une science. Gérard Desportes, qui a commencé par s'excuser de sa voix. Alors, je vous explique, c'est une astuce rhétorique. Moi aussi, je la vois un peu comme ça. Quand vous sentez qu'une assemblée risque de ne pas vous écouter, vous dites que vous ne pouvez pas parler fort. Bravo, Gérald. Gérald a donné cette définition qui m'a fait penser au sketch des Inconnus sur les chasseurs en disant « Il y a journaliste et journaliste ». Vous vous souvenez ce que c'était le sketch des Inconnus? Vous connaissez la différence entre un bon chasseur et un mauvais chasseur? Le bon chasseur, il voit une cible, il tire. Le mauvais chasseur, il voit une cible, il tire. Je cite de mémoire, hein, donc... Parce que hier, j'ai cité Albert Camus, je me suis fait reprendre à raison, donc j'en profite pour rendre hommage à Madame Mattei. J'avais cité Albert Camus qui parlait de l'indifférence du monde. Elle est venue me corriger avec raison, parce que quand on cite Albert Camus, on n'a pas droit à l'erreur. Il parlait de la tendre indifférence du monde. C'est vrai que ça change tout. Voilà, merci. Vous voyez, c'était le droit de réponse. Alors, je fais le journaliste ce soir. Très intéressant l'idée que la presse est passée de contre-pouvoir à pouvoir. J'ai trouvé cette idée très troublante, très, très gênante. Anne Rosencher a dit quand même la phrase de la soirée, je pense, quand vous avez dit François Fillon n'était pas prévisible. C'est peut-être la première fois qu'il entend ça de toute sa vie. Passionnant le débat sur le complot.
Le problème du complot, c'est le problème de l'esprit critique. Je me souviens du temps où je faisais passer des oraux d'entraînement au bac de philosophie. Un élève à qui j'avais donné à commenter un texte d'Épictète m'avait dit « Il me fait doucement rigoler, Épictète ». J'ai dit « Ah bon ? Pourquoi doucement ?» Il me dit « Parce que il a l'air de donner des leçons aux autres, il donne des leçons de pauvreté comme ça. Hein, mais il devait bien les faire payer, ces cours de philo. » Un peu interdit, je dois l'avouer. J'ai pris sur moi et je lui ai posé une question que je me posais. Je lui ai dit, vous savez ce qu'il vous répondrait, Épictète, s'il vous entendait? Alors là, je veux dire, il y a eu un silence, on a réfléchi tous les deux. Et je crois que, je lui ai dit, je crois, hein, c'est mon hypothèse, je crois qu'il vous donnera des coups de bâton. Et là, soudain, un lien s'est fait entre nous. Il m'a dit, mais oui, mais on m'a dit qu'il fallait faire preuve d'esprit critique. J'ai dit, oui, c'est vrai. Mais n'oubliez pas que dans esprit critique, avant critique, il y a esprit. Voilà. J'essaye de rien oublier. Hein. Voilà, on approche de la fin. On devient sérieux maintenant. Le problème, c'est celle de la régulation. D'accord, hein, on a entendu parler de est-ce qu'on peut réguler la presse par des lois liberticides. Anne Rosenscher a cité, enfin a fait une comparaison. Je cite mes sources. Avec les chirurgiens. Avec l'idée que journaliste, c'est un métier qui s'apprend, comme chirurgien est un métier qui s'apprend. Alors c'est vrai. Alors faisons l'hypothèse, cette question de la responsabilité, si un chirurgien vous rate, normalement il y a des conséquences. Alors que se passe-t-il si un journaliste vous rate? Simone Veil, dans l'enracinement, a une proposition. Je vous lis le texte de Simone Veil, ce sera le moment sérieux de ce grain de poivre. Le public se défie des journaux, mais sa défiance ne le protège pas. Sachant en gros qu'un journal contient des vérités et des mensonges, il répartit les nouvelles annoncées entre ces deux rubriques, mais au hasard, au gré de ses préférences. Il est ainsi livré à l'erreur. Tout le monde sait que lorsque le journalisme se confond avec l'organisation du mensonge, il constitue un crime. Mais on croit que c'est un crime impunissable. Qu'est-ce qui peut bien empêcher de punir une activité une fois qu'elle a été reconnue comme criminelle? D'où peut bien venir cette étrange conception de crime non punissable? C'est une des plus monstrueuses déformations de l'esprit juridique. Vous remarquerez que Éric de Montgolfier s'est levé et a pris lui aussi à partie tout seul. Hein, à partie de la corporation des journalistes. Simone Veil conclut « Il n'y a aucune possibilité de satisfaire chez un peuple le besoin de vérité si l'on ne peut trouver à cet effet des hommes qui aiment la vérité. » Vous pouvez applaudir, c'est Simone Veil. En même temps, ça contredit ce que j'ai dit sur l'acclamation, mais comme elle est morte, elle ne va pas rougir. Vous pouvez lire l'enracinement. Hein. Moi, c'est ma Bible, hein, personnellement. Enfin, une de mes Bibles. Il en faut plusieurs, c'est mieux. Je termine. Mais par quoi? Ah oui, voilà. Un film de Michael Mann, qui s'appelle Révélation en français, montre des journalistes d'investigation qui sont aux prises avec les actionnaires qui viennent de racheter leur magazine, l'équivalent un peu de 60 minutes, de 60 minutes, l'heure de vérité, un peu, voilà, des choses comme ça. Enfin, non, pas l'heure de vérité, justement, un journaliste d'investigation. Et à la fin, le bon l'emporte. Il réussit à l'emporter contre les actionnaires qui voulaient empêcher un documentaire sur le lobby de tabac, etc., de sortir. Il l'emporte et en même temps, il a perdu. Il doit arrêter son métier parce que comme une fois il a paru céder face aux puissances des actionnaires, une fois a suffi pour l'empêcher d'exercer à jamais son métier. Et dans ce film, il y a une phrase terrible. Il y avait un homme qui est donc l'animateur de cette émission qui, toute sa vie, a fait preuve d'indépendance et qui, à un moment, a failli renoncer à cette indépendance, mais finit par revenir dans le droit chemin de son intégrité
Et son actionnaire, enfin son supérieur hiérarchique, lui dit « Mais je croyais que tu étais d'accord avec moi. La gloire, ça ne dure qu'un quart d'heure. Tu vas sortir ton documentaire et tu auras la gloire pour un quart d'heure. » Il dit « Non, tu te trompes. La gloire dure un quart d'heure. Mais l'infamie ne s'arrête jamais. » Pour conclure sur une note plus optimiste et plus générale, on va dire, la confiance, pas du point de vue des médias, pas du point de vue de l'économie, mais la confiance tout court. Je réfléchissais un peu aux mots. Vous savez, quand on sourit à quelqu'un, il paraît que, c'est des paléo-anthropologues qui disent ça, il paraît qu'on sourit pour montrer ses dents. Parce qu'on montre ses dents à l'autre pour dire « Regarde, j'ai des armes, je peux te mordre, mais je ne le ferai pas. C'est pour ça que je te montre mes dents. » Il paraît que, quand on se serre la main, c'est le geste de la confiance. Pourquoi on se serre la main? Pour prouver que dans sa main, on ne cache rien. On n'a pas d'arme dans sa main quand on serre sa main. Et lorsqu'on s'embrasse, eh bien, c'est d'une certaine manière pour se fouiller, pour s'assurer, pour permettre à l'autre de s'assurer qu'on ne porte pas d'arme. Vous voyez que les gestes les plus anodins reposent sur l'idée que la confiance suppose une réciprocité. Quelqu'un tout à l'heure, un monsieur d'un certain âge, a dit tout ce problème de manque de confiance dans l'avenir me paraît être un problème de vieux et je me permets de le dire parce que moi-même ayant un certain âge, etc. C'était une très bonne remarque. C'est une remarque que fait le philosophe Alain. Peut-être que la peur est juste une question physique. Peut-être que le manque de confiance n'est que le reflet dans l'âme de l'état de notre corps. À cette question, à cette remarque, a été répondu quelque chose qui, selon moi, n'avait rien à voir, où il y avait une tentative de connexion entre le taux de fécondité et le taux de bonheur, enfin la quantité de bonheur. Je crois que ce n'était pas la question, mais les deux choses étaient intéressantes à remarquer parce qu'en effet, comme disait je ne sais plus qui, mais je suis sûr qu'il y a des amateurs dans la salle qui vont pouvoir reconnaître cette citation, les enfants, on sait bien en effet que c'est 2 minutes de bonheur et des années d'emmerde. Pour finir sur une citation un peu digne de ce nom quand même, il y a un mot qui est très important, qui est inclus dans la confiance, c'est le mot de générosité. Alors la générosité, on a toujours l'impression que c'est quelque chose qu'on donne aux autres. Et la confiance, on a l'impression, là, on en a parlé, que c'était quelque chose qu'on donnait aux autres. Et comme on donne sa confiance aux autres, ils vont nous trahir, ou nous mentir, ou nous décevoir. Eh bien, Descartes faisait une proposition inverse. Vous savez, la générosité, ce n'est pas une promesse que vous faites aux autres. C'est une promesse que vous faites à vous-même d'être toujours aussi libre que possible. La générosité est la promesse qu'on se fait à soi-même d'être toujours aussi libre que possible. Et donc la confiance, ce n'est pas quelque chose qu'on ne donne pas sa confiance, mais ce qu'on peut faire, c'est donner confiance aux autres. Vous vous souvenez de Monseigneur Bienvenu, l'évêque Myriel, dans Les Misérables? Victor Hugo, mon poète préféré, même si ses poèmes sont longs. Lorsque Jean Valjean lui vole des chandeliers et qu'il revient encadré par la gendarmerie ou par la soldatesque, et que Monseigneur Bienvenu, lui dit « mais je les lui avais offert ». La confiance, c'est un cadeau. Merci. Vous avez une demi-heure pour aller acheter les livres donc, de Gérald, Renaud Dely qui nous a rejoint et Olivier qui vont dédicacer leurs livres. Pendant ce temps-là, on prépare la scène et donc à 20h15, le spectacle. À tout de suite.